T'es un peu loin du micro. Elle fait genre qu'elle a vu quelqu'un, mais elle est myope. Il y a personne. C'est des fans. C'est vrai, Bonjour. il y a quelqu'un qui me ramène mes clés. C'est ma gueule, ça. Mais on a quelqu'un aujourd'hui qui se permet des choses quand même. Allez-y. Ouais, non. Les sextiles. Ouais, non, mais on va démarrer. Mais on fait jamais d'intro, Oui. parce que c'est chiant. Et ça paralyse les gens, et ça nous paralyse nous. D'accord. Ça Donc, vous paralyse. Ouais. D'accord. D'ailleurs, t'as un appel. Et Je mais peux le prendre. En fait, tu sais qu'on a commencé le podcast. C'est que t'es en train d'être filmé. Hop, j'enlève comme ça. Hop. Donc, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'intro parce que ça paralyse les gens. Oui. C'est des questions à la con qui mettent un moment à lancer le podcast. C'est vrai. Et un jour, j'écrirai un bouquin là-dessus. Sur l'intro. True story. Tu t'es entraîné aujourd'hui? Ce matin, ouais, j'ai couru 1 heure. Ish. Non, ça va. Soft. Ça va, ça dépend. Ça dépend de ton rapport Ça dépend affectif pour à la qui. course. Non, j'ai couru vraiment à un rythme très cool. Un petit 17 km/h. Voilà. Light. Light, en côte. Roue arrière. J'étais bien. Non, franchement, j'ai Pieds couru nus. soft. Tu cours combien de fois par semaine? Là, ça dépend. En fait, là, je suis en hors saison. Donc, je fais. Alors, j'essaye de courir que 2 fois dans la semaine et Ouais. de faire des autres endurances fondamentales. Genre de nager un peu, de faire du vélo, de faire des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire pour changer, pour mettre moins d'impact, etc. Mais d'ailleurs, mais qui es-tu? Mais- Mais oui, c'est vrai ça. Mais où sommes-nous? Je suis es-tu Casimir. Alors, on va faire l'intro du coup parce que ça va paralyser encore les gens. Bah oui. Bah oui, on est en mode paralysé. T'es prête? Ouais. On est Allez, c'est parti. à nouveau. On est où à nouveau? On est à nouveau au CrossFit, le trapèze, et on est encore le podcast, l'atelier fit. Je suis toujours en compagnie de Raph, Yes. ici présent. Et aujourd'hui, on reçoit Anouk Garnier. Salut Anouk, Salut. comment Oui, tu j'ai vas? fait une petite voix de crooner. Ouais, t'as vu, ça petit fait un peu parce que européen. c'est le micro. Ouais, ça fait une Ouais. petite interview. Ok, et on reçoit Anouk aujourd'hui, c'est samedi 29. 29 29. décembre. Le temps file. Ouais, le temps, Le temps file. le temps file, mon petit homme. Thibaut d'ailleurs, c'est bon. Et là, on a toujours Thibaut derrière la cam. Ouais. Thibaut, fais coucou. Coucou Thibaut. Salut Thibaut. Ok, et Anouk, on la reçoit parce qu'elle a fait des grosses performances cette année. Peut-être que vous la connaissez. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais ça va être un bon moyen de la présenter. Elle est coach à la base et elle s'est mise il y a quelques années à faire des courses d'obstacles, comme ça qu'on les appelle. Oui, c'est ça. Ouais. Après, Et, dans le jargon, on dit OCR, mais c'est pas grave. Alors il y en a plein. Elle va nous expliquer la différence entre une Spartan et une OCR. Elle va surtout revenir un petit peu sur ses entraînements. Et il y a quelques temps de ça, on travaille ensemble. Et un jour, elle m'a dit, moi, je serai championne du monde. Mais elle venait juste de commencer l'activité. Alors je l'ai regardé, j'ai dit ok, pourquoi pas. J'avoue que champion du monde, c'est quand même un truc important pour se lever. Genre c'est toujours mieux que de se dire, moi, je serai champion de Bretagne. Et moi, je l'ai été, mais c'est moins impactant. Et elle m'a sorti ça il y a quelques années. Et cette année, elle en est tout près. Elle va nous expliquer ça. Elle a été vice-championne du monde cette année, c'est Ouais, ça, ouais. sur les courses d'obstacles. OCR, ouais. C'était où? À Londres. À Londres. Enfin, Et à donc, 1 heure de Londres. Mais- on va revenir dessus, on va détailler un peu ton entraînement. Donc déjà, bravo pour ce titre. Merci. Et on est ravis de t'accueillir ici. Ça fait et- plaisir d'être là, les gars. Ouais. Bah, c'est plaisir Alors- que tu sois là. Faut pas croire, hein, c'est pas parce que nous on a des bonnets et que Raph est en t-shirt qu'il y a un problème dans cette pièce. C'est Raph qui a un problème. C'est Raph, t'as chaud. c'est la pièce qui a un Chaud, problème. chaud, avec moi, je suis. Raph fait en slip, mais c'est. On n'a rien pu faire. Raph. Ça aurait été très drôle de faire la dernière en slivard. On s'installe, on vous en prépare une. Ça. C'est la dernière de l'année d'ailleurs. Oui. Donc comment tu vas Anouk? Très bien. Est-ce que tu es en forme? C'est la off-saison. Ouais. Bah, comme dans tous les sports, je pense qu'il y a une. Non, peut-être pas en crossfit. Hein. Les mecs, Ah, ils sont tout le Ils temps à aiment fond. pas trop C'est ça. débat, ouais. Mais comme dans la plupart des sports, il y a. Après, certains athlètes ne le font pas, mais moi, je préfère avoir un moment un peu off dans la saison parce que on enchaîne quand même pas mal de courses. Donc là, c'est vraiment le moment où je refais ma force de base, mon endurance fondamentale et j'ai le droit de manger un petit peu de la merde ou je me fais un petit peu plaisir, quoi. Enfin, je m'y suis repris à 4 fois pour te proposer un carré de chocolat, t'as dit non à chaque fois, donc on est en période de fête. Donc, C'est pas ce que je venais de manger. ouais, Une choucroute. Non, super je rigole. fun. Mais non, là, c'est voilà, ça fait du bien d'être cool dans les trainings, quoi. Ouais. Mm. Tu périodises ton entraînement? Tu fais comment sur ton Alors année? moi, T'as T'as combien de courses d'obstacles Est-ce déjà? que t'as un coach? Ouais, j'ai un préparateur physique en fait, qui est un ami à moi, qui me gère
en gros les volumes d'entraînement, les intensités et qui me gère ma programmation en fonction de l'objectif que je veux en fait. Parce que moi-même, ok, je suis coach, mais comme je suis l'athlète, c'est hyper compliqué, j'ai pas de recul. Donc je l'ai fait pendant un certain temps, mais je pense que c'était pas la façon la plus efficace de le faire. Et après, comme c'est un ami à moi, on a commencé à travailler ensemble et j'ai eu des bons résultats tout de suite. Et cette saison, franchement, à chaque course, j'étais sur un pic de forme. Et c'est ça vraiment que j'avais envie. Parce que c'est hyper dur quand on est tout seul, on a la tête dans le training, d'arriver à trouver le bon truc et d'arriver à un pic de forme sur la compète, c'est difficile. Et là, cette année, j'ai réussi à le faire grâce à cette collaboration, on va dire. Donc, je suis vraiment contente de ça. Et justement, avant qu'on plonge dans ton année, alors on va commencer par le démarrage. À quel moment tu décides de faire des courses d'obstacles? Comment ça démarre? Alors, j'ai démarré quand j'avais 1 an. Non, mais avant, j'étais gymnaste. Donc déjà, quand j'étais petite, j'aimais bien courir partout dans la salle de gym, escalader, tout ça. J'ai fait aussi un peu d'escalade. Donc voilà, chez moi, je grimpais tout le temps partout. Donc je pense que le côté escalader tout ce qui bouge et grimper partout, j'ai toujours eu ça un petit peu en moi, on va dire. Et j'ai commencé vraiment à kiffer ça parce qu'on avait fait un séminaire quand j'étais coach fitness, on faisait des séminaires annuels et les 3 premiers jours c'était des bootcamps, des camps intensifs autour d'un thème, donc ça pouvait être sport de combat ou danse. Et là moi j'avais fait commando, donc déjà la meuf est pas claire. Et on avait fait donc 3 jours avec des commandos, des forces spéciales, etc., des commandos de marine, et il y a eu le parcours du combattant. Et là, révélation, gros kiff pour moi. Et puis en plus j'étais douée quoi. J'ai défoncé tout le monde. Après je pense que la gym ça apporte pas mal de qualités physiques, enfin beaucoup déjà, et c'était parfait pour moi quoi. C'était à la fois ce que j'aimais et à la fois sur quoi j'étais performante. Donc du coup quand on m'a proposé de faire une Spartan Race en équipe, donc j'ai commencé à entraîner des gens, tout ça pour le fun, pour un club de fitness. Du coup je me suis pris au jeu et j'ai adoré en fait. Ça c'est quelle année? C'était 2014. Après, les premiers bootcamps, je les avais commencés en 2012 parce que j'en ai fait 3 années de suite, parce que j'ai vraiment adoré ça. Mais première Spartan Race, c'était avec une équipe en 2014. Et après, j'ai fait l'année du coup, quand je l'ai faite, tu vois, j'étais un peu déjà dans cet état d'esprit, j'ai dit « Ok, l'année prochaine, je la fais toute seule et je gagne. » Et en fait, l'année d'après, je suis arrivée 2e à la première Spartan, toute seule. Et à cette première Spartan en équipe, pas de prépa spécifique? En fait, j'ai préparé l'équipe. On s'est pas mal entraîné ensemble pour le côté cohésion, pour voir un petit peu les faiblesses, les forces de chacun, pour vraiment s'entraider comme il fallait sur les obstacles. Mais c'était plus pour s'amuser, quoi. Moi, j'ai pas fait de prépa, quoi. D'accord. Donc, tu peux même pas répondre si je te demande, ok, est-ce que tu as eu l'impression de faire des grosses bêtises d'entraînement à ce moment-là, ou des trucs que tu referais pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense pas avoir fait des bêtises. Nickel. Ouais. Et j'avais une autre question par rapport à ton coach que tu as aujourd'hui. Ouais. Quand tu programmais pour toi, on connaît beaucoup de coachs qui sont aussi athlètes ou vice-versa. Ouais. Et il y a 2 problèmes majeurs. Il y a les coachs qui s'entraînent eux-mêmes, qui ont tendance à trop en faire. Et il y a ceux qui s'écoutent un peu trop. Alors toi, est-ce que tu arrives à dire dans quelle catégorie t'étais? T'étais du genre à en faire beaucoup trop et ton coach, quand il t'a vu, il a fait « Oula, calme-toi, ça sert à rien, tu te claques ». Ou alors à l'inverse, écoute, je pense que t'as de la caisse, on va pouvoir booster un peu le volume. Moi, c'était un peu trop, je pense. Ouais. Parce que je suis... Ouais, j'aime bien en plus, tu vois, mettre des charges, quoi. J'aime bien aller chercher la haute intensité. Du coup, je pense que... Après, moi, je suis aussi passionnée de prépa physique, donc j'ai lu beaucoup de choses, fait beaucoup de séminaires, etc. Ce qui fait que ça m'a permis tu vois, aussi de prendre conscience de comment fallait s'entraîner bien, de ce qui était bien, ce qui était moins bien, etc. Donc déjà, j'avais un petit peu cette logique-là, en fait. Et donc, voilà, t'as fait tes premières expériences, du coup? Ouais. Sur ce côté. Après, tu te rends bien compte qu'à un moment aussi, en étant prof de fitness, tu peux pas te mettre des charges tous les jours. Parce que tu donnes des cours et c'est physique, donc il faut trouver d'autres solutions pour s'entraîner. Donc en fait, assez rapidement, j'ai réussi à comprendre ça. Mais dès que j'ai commencé à faire une Spartan toute seule, en fait, j'ai un ami qui m'a tout de suite dit « Tiens, attends, je vais t'aider dans la programmation, etc. » Et toi, tu t'es dit « C'est ça. » Donc, il y a un moment, il faut choisir. Ouais. Mon entraînement, ça va être ça. Ouais, pour moi, c'est clair qu'il faut... Enfin, je trouve que c'est trop compliqué quand on fait nous-mêmes, en fait. Donc et là, des fois, moi, par exemple, des fois, je m'écoute quand même beaucoup. Tu vois, si j'ai un petit truc, je me dis « Ah non, attends, là, faut aller doucement ou quoi. » Mais je sais pas si je m'écoute trop. Non, je pense pas que je m'écoute trop. Mais du coup, j'aurais tendance à... Ok, j'ai mal, c'est pas grave, j'avance, quoi. Mais alors que je pense qu'il faut pas. Enfin, pas tout le temps, quoi. Okay. Donc, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dit... Ok, ton objectif aujourd'hui ou sur cette semaine-là, c'est ça.
Et ça te permet au moins de rester, tu vois, tu sais ce que tu as à faire en fait. Tu as un focus et tu sais ce que tu as à faire. Donc là, on est en 2014, grosso modo. Ouais. À ce moment-là, quand tu décides, après la première en équipe, de dire maintenant c'est lundi, ça. je vais voir ce que ça peut donner. Et moi, mon problème, c'était la course à pied en fait. J'étais pas du tout entraînée en course à pied. Du tout. Donc j'ai commencé à courir. Ok. Ouais. Après, l'avantage d'être coach, athlète, quand on a fait toute ta vie, je pense, et je pense que vous deux, vous êtes dans ce cas-là, c'est que tu te connais bien. Tu comprends vite le sport auquel tu as affaire, parce que tu peux l'analyser de ton point de vue, et c'est beaucoup plus intéressant. Mais l'autre partie, l'autre moitié, c'est le problème, c'est genre... Tu suranalyses. Ouais, ou tu vas pas faire ce que tu aurais besoin de faire. On est tous pareils, genre, tu sais ce qu'il faudrait faire, aussi, mais tu vas pas le faire parce que c'est pas écrit noir sur blanc et on t'a pas dit de le faire. Toi, si tu peux l'esquiver, je pense que c'est important d'avoir un coach, te dire, non, faut que tu fasses ça. Tu programmes pour toi, JM? Bah justement, j'évite, parce que c'est compliqué. Moi, je programme sur des trucs qui sont importants pour moi. Est-ce que tu as déjà mis un autre nom en haut de ta feuille ou ta fiche Excel pour programmer pour toi? Parce que moi, je le fais ça. C'est vrai? Ouais. Sinon, je me prends trop la tête. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas ce degré de schizophrénie. J'ai jamais pensé à faire ça. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais? Je sais plus d'où je crois je sais plus d'où je tiens ça. Mais ouais. Mais c'est carrément pas con. Et tu mets quoi comme prénom? Alors j'en ai plusieurs. Ouais. Alors j'aime bien les hommes politiques. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Alors j'ai beaucoup été Robert Hue pendant un moment. Mais si Robert Hue dit de faire un truc, tu le fais. Sauf que ça a orienté très clairement ma prépa vers d'autres intérêts. Parce qu'il y avait notamment toute une gestion du poids qui était particulière, faut dire. Ce qui ne correspond pas du tout à mon profil. Donc j'ai switché. J'ai été du côté de Mitterrand. Mais alors là, j'étais très mort. Et donc j'ai arrêté les hommes politiques. Et puis j'essaie depuis de me réattribuer mon prénom. C'est pas facile, c'est tout un travail. Enfin, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Non, c'est vrai ou pas? T'as vraiment mis un nom à la place du tien ou pas? J'ai vraiment mis des noms à la place des miens. Ok. Ah, et ça t'a fait vraiment changer le mindset? Pas du tout. Ok. Ça n'a servi. Rien. Moi, je pense qu'il faut quelqu'un pour te mettre des grands coups de pied dans la gueule en temps réel. Ça fait du bien aussi. Parce que des fois, tu peux payer une prog 300 balles. Quand t'as Après, pas envie de la faire avec le mec qui est pas là. Moi, c'est l'humain qui est comme ça. Mon préparateur, il s'appelle Thomas. En fait, il est pas là. Il est pas avec moi sur mes séances. Ouais. Donc, il me donne la programmation. On s'appelle quasiment tous les jours pour savoir comment ça va, etc. Mais par contre, il est pas avec moi. Et ça, des fois, le coup de pied au cul sur la piste d'athlée, des fois, je peux dire que t'en as besoin, mais c'est dur. Des fois, c'est vraiment dur d'y aller, etc. Et ça, des fois, j'avoue que j'aimerais bien un petit coach. Tu t'entraînes toute seule? Ouais, souvent toute seule. Après, j'essaye, par exemple, là on est en hors saison, quand je vais courir, j'essaye le plus possible de trouver des gens avec qui courir, même si c'est pas mon rythme, on s'en fout, mais comme c'est de l'endurance fondamentale, on court cool. Tu vois, ce matin je courais avec un pote, bon. Mais l'idée, c'est d'essayer de trouver des gens pour s'entraîner, parce que sinon c'est vrai que c'est dur. Et après, j'ai une amie qui est sur Paris, qui est dans mon équipe Spartan Race. On essaye de s'entraîner ensemble, mais elle voyage beaucoup. Donc, du coup, voilà, quand elle est là, on s'entraîne ensemble, quoi. Un brave Philippe Lucas à côté de toi, là. Vous l'avez vu dans le reportage? Champion de quoi? Tu vas y aller au JO, tu vas conduire le bus. L'autre, il est là, en train de nager. Il se fait insulter pendant une heure. Ah, j'adore, c'est quoi cette vidéo? C'est sur Canal, c'est un reportage sur... c'est un intérieur sport, je crois. Ouais, c'est un intérieur sport, okay. mais sur un super athlète. Mais... Non, lui, il est ouf, lui. J'adore. Ouais, c'est vrai, il faudrait un mec comme ça qui me gueule dessus, là. En plus, ça m'énerve. Un vieux de la vieille, tu vois. Il y avait même des mecs comme ça. Il y avait Tiburce Darou qui avait pris le footballeur là qui arrêtait pas de se blesser. Tous les footballeurs. Qui jouait... non, mais lui, il a vraiment une carrière de merde. Il a pas arrêté de se blesser, malheureusement. Ah, putain, je sais plus comment il s'appelle. Ils avaient fait un intersport avec Tiburce Darou et ce mec-là. Et lui, il est pareil. Il avait un footballeur à je sais pas combien de millions d'euros par mois. Rien à péter. C'est drôle. Ouais, tu vas me les remonter les marches et tu vas bien fermer ta gueule. C'est hyper drôle. Mais en même temps, c'est pour ça que tu vas les chercher. Mais oui. Clairement. Parce qu'ils en ont rien à foutre de ton fric, de qui t'es, de ta notoriété ou ton compte Instagram. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Genre, t'as pas fait le truc en 1:30, on va repartir, mon coco. Ouais. Et c'est pour ça aussi que tu les kiffes en tant qu'athlète. Et moi, j'aime bien, tu vois, c'est pour ça que j'aimais bien les bootcamps aussi. Parce qu'en fait, tu réfléchis pas. Tu vois, quand t'es coach et que t'as fait toi-même ta séance, t'es toujours en train de réfléchir, de penser à ton truc. Et quand il y a quelqu'un qui te gueule dessus
Il y a un moment, tu sais, tu mets le cerveau en off et t'envoies, quoi. Et ça, j'adore, en fait. J'adore faire ça parce que même quand je fais tu vois, imaginons, quand je suis en prépa, vraiment sur une course ou sur des courses OCR, par exemple, Thomas va me dire, bah, t'as 25 minutes et tu te fais un circuit un peu comme un WOD, un peu. Et du coup, il faut que je le crée, le WOD. Ça dépend de où je suis, qu'est-ce que j'ai comme matériel, etc. Et des fois, j'en peux plus, en fait, de créer le WOD, tu vois. J'aimerais bien arriver et qu'on me dise, bah, fais ça, 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 ça. Et comme ça, c'est cool parce que tu réfléchis pas. Parce que des fois, tu vois, t'as des contraintes. Tu suranalyses. Ouais, t'es là, non, attends, là, j'aurais pu faire ça comme ça. Tu vois, t'es là, tu te poses des questions limite pendant tout le truc. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais des fois j'avais du mal avec ça. Ouais. Et il y a quelque chose avec l'action et la réflexion. Ouais. Alors, quand t'es en train de réfléchir, t'es pas à fond. C'est pas possible. Non, c'est clair. T'es dans des zones. Pas à tout donner, quoi. Ouais, c'est une réflexion qu'on se faisait souvent. C'est à un moment, il faut mieux faire un truc imparfait que rien faire. Oui, c'est ça. Et que ce soit parfait dans ta tête. Carrément. J'ai réalisé que j'ai mis du temps à finir cette phrase. Voilà, je m'excuse auprès de l'audience. On ne peut pas. On peut tromper 1000 fois. On peut tromper Une personne. 1000 fois. Donc, tu fais les premières courses. T'as un peu de résultats. Ouais. À cette époque-là, ta vie de coach, elle te prend pas mal de temps. Ouais. C'est le moment où tu vas devenir manager d'un club ensuite, derrière. Ouais, pas longtemps après, ouais. Okay. Exact. Et là, tu commences à t'entraîner un peu plus. Ouais. En fait, après la première course que j'ai faite en individuel, en fait, souvent en Spartan Race, les week-ends, il y a 2 courses. Donc maintenant, c'est un peu différent. Ça a changé, mais à l'époque, c'était 2 formats différents. Okay. Donc là, il y avait la version courte le samedi, la version un peu plus longue le dimanche. Et en fait, j'ai fait un podium sur les 2. Et c'était en 2015, Spartan Race Paris. Et j'étais la seule Française sur le podium de tout le week-end. Et du coup, le gars de Spartan France m'a proposé d'aller au championnat du monde, qui était 15 jours après, en Californie. Ok. Donc, je suis partie. Et en fait, c'est ça qui a tout lancé, en fait. Mais bon, après, on s'est pris... C'était très compliqué, le championnat du monde, parce que c'est autre chose. Ouais. Déjà, c'est en altitude, c'est 25 bornes. Enfin, alors c'est quoi si tu vas au championnat du monde, donc, est-ce que tu peux nous donner la différence entre une Spartan et une OCR? Ouais. Et ensuite, les valeurs, combien de mètres tu vas courir? Spartan Race, déjà, il faut savoir qu'ils ont 3 formats de base dans les courses. Donc, le format sprint qui fait entre 5 et 8 km à peu près. Le format super qui fait entre 13 et jusqu'à 17 des fois, c'est un peu foufou. Et le format beast qui est minimum un semi. Et souvent, on a déjà vu des beasts à 28 km, quoi. Donc après, ça dépend du terrain, ça dépend de plein de choses. Mais l'idée, c'est un peu, on y va, mais on ne sait pas trop ce qui nous attend. Il y a une catégorie reine, genre... La catégorie, bon, c'est peut-être pas le bon terme, mais la plus respectée, la plus... C'est la Beast. La Beast, en fait, c'est le format qui est utilisé pour les championnats d'Europe et les championnats du monde en individuel. C'est systématiquement la Beast. Ouais. Moi, ça me fait chier parce que je suis pas une coureuse sur le long. Donc, par exemple, je sais que je vais pas performer sur une Beast, moi. Ouais, toi, ce serait du sprint. Ouais, moi, c'est plus les sprints. Les super, je commence à performer parce que j'arrive à plus tenir le truc et que j'ai une résistance. J'ai une résistance aussi sur les obstacles. Donc, souvent, tous les obstacles, ils se retrouvent des fois à la fin. Parce que des fois, le terrain est très compliqué, donc c'est compliqué d'installer des obstacles dans la montagne ou quoi. Donc, tu as pas mal d'obstacles à la fin et j'arrive du coup à rattraper un peu mon retard de course à pied. Mais mon format vraiment de prédilection, ce sera plus la sprint, oui. Après, le gros format reine, un peu, c'est la Beast. Mais... Donc ça, c'est sur la... Spartan Race. Et Spartan Race, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on loupe l'obstacle, on prend 30 burpees. Il y a une pénalité, on prend 30 burpees. Le délire sur OCR, donc l'OCR, c'est des courses d'obstacles. Les obstacles vont être un petit peu plus techniques. Ça va demander plus d'agilité, plus de grip. Il va y avoir plus des choses sur le grip que Spartan. Spartan va avoir un petit peu plus de portée, de trucs de force. En gros, je dirais Spartan, faut pas réfléchir en fait. T'avances, tu fais ton obstacle, tu loues, ok, tu burpees quoi. Que OCR... Et après, tu pars direct. T'as plus à le repasser. Tu fais tes 30 burpees, c'est fini. Et des mecs, c'est des champions de burpees alors. Ouais, t'en as, ouais. Après, maintenant, franchement... par exemple, sur une sprint, si tu prends des burpees, tu fais pas un podium, hein, c'est quasi sûr. Ouais. Donc, du coup, voilà, après, faut parfois, ça vaut le coup, parfois, de faire des burpees dans ces... Non. Enfin, tu perdras toujours du temps. Tu perds du jus, surtout. Ouais. Tu perds grave du jus. Après, si, des fois, si c'est une série, ça va, tu vois, mais quand tu commences à être 2, ça va, 3, ça commence à être dur, et puis après, tu peux plus, t'es plus lucide, t'es complètement cramé. Tu fais une série de 30 burpees, tu repars dans ta course, t'es plus dedans, quoi, c'est compliqué. Et OCR, en fait, tu peux réessayer autant de fois que tu veux l'obstacle.
Donc tu tombes, ok, bah, c'est pas grave, tu refais. Et tu as un bracelet en silicone que tu as dès le début de la course. Et si tu loupes, au bout d'un moment, ça fait 3 heures que tu es sur putain d'obstacle et tu dis, bah c'est bon, j'y arrive pas, tu te fais couper ton bracelet. Et là, c'est comme si tu étais disqualifié. Bon, après, tu termines ta course pour avoir ta médaille de finisher. Mais... Le walk of shame. Ouais. Non, mais c'est dur parce que, tu sais, il y a des gens qui pleurent, quoi. Ouais. Parce que tu te bats pendant 2 heures avec les mains en sang sur un obstacle et quand on te le coupe, moi, je l'ai jamais eu coupé. C'est une Ah si, une c'est fois. une partie de toi. Ouais, tu sais, c'est comme dans Koh-Lanta, quoi. Le flambeau qui s'éteint, c'est ça, quoi. Mais du coup, c'est différent. Ok. Et c'est... Laurence Boccolini qui t'élimine. Ouais. c'est ça, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Mais c'est OCR, je dirais, c'est vachement plus technique. Moi, les obstacles, je vais les repérer avant. Je vais vraiment repérer. Alors là, il y a un anneau, là, on appelle ça des nunchaks, les trucs, barres un peu verticales comme ça. Donc, je vais repérer vraiment comment je vais le passer, cet obstacle. Parce que sinon, tu arrives, tu es là, bah, comment je fais, qu'est-ce qui se passe. Des fois, les obstacles sont très longs. Enfin, du coup, faut vraiment essayer d'analyser à l'avance. Donc, c'est différent en termes de qualité. Moi, j'adore Spartan pour le côté état d'esprit, pour toute la philosophie qu'il y a autour. Mais j'adore aussi OCR parce que faut être un singe, en fait. Moi, j'adore être le singe. Donc, du coup, comme je suis très, très bonne sur les obstacles, je suis mieux sur les formats OCR, en fait. Et est-ce que tu t'y entraînes aux obstacles, toi, encore? Ou alors, Ouais. t'étais gymnaste et vas-y, c'est ton truc et Non, c'est pas là-dessus que tu passes du les temps? obstacles, la difficulté, elle augmente. Ouais. De course en course, cette année aux Europes, on a eu un truc de malade. C'est-à-dire que même le champion du monde, il a arrêté. Parce que c'était trop. Le format court. Et donc, normalement, le format court fait 3 km. Là, il y avait 4 km 5, un truc comme ça. Et il y avait que des obstacles, en fait, quasiment. Et les obstacles en eux-mêmes n'étaient pas hyper difficiles. Mais collés les uns aux autres, c'était infaisable, quoi. Sur, je sais pas combien il y avait d'élites. Déjà, les mecs élites, il y en avait peut-être une centaine. Il y en a que 10 qui ont terminé avec le bracelet. Non, mais c'était un truc de malade. Chez les filles, il y avait un cap time de 2 heures. Et il n'y a qu'une fille qui a terminé dans les 2 heures avec le bracelet. Et au final, je crois qu'il y a les 5 nanas de tout le monde qui a fini avec le bracelet. Donc c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc le lendemain, pour la course la plus longue, ils ont changé la difficulté. Mais pour te dire, tu es obligé de t'entraîner sur des obstacles comme ça parce que ça devient hyper chaud, hyper complexe et tout ça, quoi. Et comment... Alors, 2 questions. La première, c'est est-ce que tu t'entraînes à ces obstacles toute l'année? Ou est-ce que là, voilà, tu nous dis, t'es en prépa un peu foncière et une partie de l'année où tu vas commencer un peu plus à travailler ces obstacles-là? Et deuxième question, comment on s'entraîne à ces obstacles? Parce que tu n'y as pas forcément accès. J'imagine qu'il y a des surprises en plus. Ouais. Il y a une part d'inconnu. Donc, est-ce que tu as des exercices phares, des protocoles phares? Est-ce que tu as accès à ces obstacles dans des salles dédiées ou des parcours dédiés? Comment tu t'organises par rapport à ça, toi? Alors, en fait, je travaille le grip tout le temps, entre guillemets. Là, tu vois, je suis sur le hors-saison, mais je fais du soulevé de terre, donc tu vois, quand même, mais en prise comme ça. Je vais faire pas mal de traction. Hier, j'étais faire de l'escalade en bloc, tu vois. Donc, je travaille le grip différemment, on va dire. Donc, et après, je vais travailler, plus je vais aller vers mes compètes, plus ça va être du spécifique. Et les obstacles, tu vas travailler tous les styles de grip différents déjà. Tu vas travailler un truc un peu vertical, tu vas travailler du tissu, des cordes, parce que tu vois un petit peu... On a un peu de tout, en fait. Tu travailles avec les boules, tu sais, les boules d'escalade, tu travailles avec rien qu'une serviette où tu passes un peu comme ça, tu essayes de faire plein de trucs différents et le plus de drill possible pour que tu sois prêt à tout, en fait. Après... Moi, j'ai la capacité, on va dire, j'ai le côté agilité qui est facile. C'est-à-dire que de passer d'un obstacle ou d'une prise à l'autre, j'ai pas de souci. Après, il y a des gens qui s'entraînent que en force et en grip, et du coup, qui sont pas capables de passer d'un mobile à l'autre, en fait. Donc, il y a aussi ça à travailler. Moi, ça va, j'arrive à le faire, mais il faut aussi penser à le travailler comme ça. Ok, cite-moi... Pardon. Je voudrais que tu me cites, comme ça, tes 3 exercices de grip favoris. Je prends alors j'ai des nunchaks, donc c'est les espèces de tubes. Ouais, alors c'est un pote qui me les a coupés. Que tu suspends une barre de traction, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'en ai qui sont assez larges, ce qui fait que comme en compète, ils sont un peu plus fins, du coup c'est plus facile. Et les miens, ils glissent beaucoup. Donc pareil, du coup quand j'arrive en compète, souvent le grip est vachement plus facile. Donc souvent c'est m'accrocher, de monter à une barre et de redescendre, ou je fais ça, ou alors je suis sur la barre, je passe là, je passe sur l'autre, je repasse, tu vois. C'est travailler comme ça. En ce moment, j'essaye de le faire lesté, tu vois, avec le gilet lesté pour être de plus en plus à l'aise. Et ça marche plutôt bien.
Et après, deuxième, je sais pas. J'adore le pegboard. Ouais. Après, il y en a pas dans tout. Ouais. Il y en a pas dans tous les endroits. Donc, j'ai fait installer un truc chez moi, quoi. Un pegboard chez toi? Non, c'est pas un pegboard, mais en fait, tu vois, il y a juste 2 trous comme ça. Ouais. Et après, sur le côté, je peux travailler aussi le grip du bout des doigts comme ça. T'es en appart? Oui. J'ai mis ça au-dessus de ma porte. La J'adore. meuf est ouf. Ok. Donc voilà, tu vois, ça, j'aime bien. Et après, j'adore les anneaux, mais c'est facile. Donc c'est tout de suite spécifique, c'est ça aussi que je voulais vérifier. C'est que t'es que dans la gestion de ton propre poids de corps là, sur tes exercices favoris. Ouais. Parce que c'est ce que tu retrouves dans ton sport. Exactement. Et après, en fait, tu regardes aussi en fonction des obstacles qu'on trouve. Tu vois, Spartan, ça va être un petit peu plus facile en termes de grip. Enfin, quoi qu'ils sont quand même en train de bien compliquer les obstacles. Mais sur OCR, tu vas regarder un petit peu ce qu'il y a sur les cours. Tu sais ce que tu as eu au championnat du monde, ce qui a été un peu difficile pour toi ou non, tu vois. Donc après, faut travailler ça. Et tu me demandais s'il y a des salles spécifiques. Bah non, pas trop. Enfin, il y en a de plus en plus. Mais à Paris, intramuros, il n'y en a pas. Il faut aller en banlieue, etc. Et nous, on essaie de s'entraîner sur les salles un peu type Ninja Warrior, tu vois. Et aux États-Unis, il y en a partout. Donc c'est cool, quand tu vas là-bas, tu peux bien t'entraîner. Et à Paris, je crois qu'il y en a une qui est ouverte à Caen. Mais il n'y a pas vraiment sur Paris, en fait. Donc c'est ça qui est chiant. Ah si, il y a R2. À Paris, il y en a une à Caen. Donc non, mais je disais... Pour tous nos Parisiens, pour la celle de Caen. Non, mais oui, mais justement, pour te dire, t'es obligé si t'en veux une bien, il faut aller jusqu'à Caen, quoi. Ouais. Après, si je crois que R2, ils ont ouvert une nouvelle salle là, qui est pas mal, et il y a 2-3 modules sympas pour l'OCR, mais ça reste encore pas grand-chose, quoi. Pour ce qu'on fait, nous, en fait. Par rapport au déplacement à tes grips, est-ce qu'il y a des changements dans les évolutions des courses par rapport à la motion que vous utilisez? Est-ce qu'avant c'était tout droit et maintenant c'est les grips qui commencent à bouger, je vais tout droit? Est-ce que maintenant on vous demande beaucoup de déplacements latéraux? Est-ce qu'un jour on va vous dire vas-y mets-toi en marche arrière et let's go? Est-ce qu'il y a des règles comme ça? Ou alors n'importe quel obstacle est géré de la façon dont tu l'as décidé? C'est-à-dire que tu peux gérer ton entraînement à partir déjà de ces constantes-là. Est-ce qu'un jour on va pas vous dire comme CrossFit, les gars, c'est marche sur les mains mais marche arrière, let's go? Non, alors en fait, chaque obstacle, si tu veux, il y a des règles à chaque obstacle. Donc on a vraiment sur OCR. Hein. Ouais. Spartan, après, oui aussi, tu as des règles très très claires pour pas qu'il y ait de confusion, etc. Mais sur OCR, tu as carrément un livret du règlement qui t'est envoyé en PDF avant la course et on te dit clairement que si tu connais pas les règles, tu as des marshals. Hein. À chaque obstacle, il faut savoir qu'il y a des marshals. Donc, c'est des gens qui vérifient que les règles sont appliquées. Okay. On ne dit pas des juges chez eux. Non, c'est des marshals chez nous. Marshals. C'est des marshals, ok. Non, mais c'est vachement plus classe comme terme. Ouais, t'as vu hein. Même sur tout ce qui est Spartan, il y a des caméras. Il y a des caméras sur les obstacles, il y a des caméras sur les zones burpees parce qu'il y a eu pas mal de confusion, etc. Donc maintenant, pour plus qu'il y ait de confusion, il y a les vérifications caméras. OCR, il y avait de plus en plus de caméras aussi pour vérifier. Mais il y a des marshals qui te disent si tu as touché avec ton pied la barre de la structure, ben non. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Des fois, on a ce qu'on appelle des low rigs, donc tu dois passer en dessous. Et quand tu passes en dessous, imagine ton pull ou tes cheveux touchent. Bon, non, des fois, ils sont pas jusque-là, mais si ton pied touche, même si tu t'es pas appuyé, ils peuvent te dire de descendre de l'obstacle et de le refaire, quoi. Donc après, il y a des règles très, très précises là-dessus, sur chacun des obstacles. Donc certains, ça peut arriver qu'il y ait un obstacle où on doit plus aller chercher les trucs sur les côtés. Ça peut arriver que ça soit plus tout droit. Ça va dépendre de chacun des obstacles, en fait. Ça va être différent. La règle va être différente suivant les obstacles. On va dire ça. Et toi, venant de la gym, et tu as quand même pas mal travaillé également la force pour être coach et pour t'avoir connu un petit peu, tu travailles toutes sortes de deadlift, des mouvements finalement assez globaux. C'est quoi le format type des gens que tu vas rencontrer en adversaire sur ces courses-là, vu qu'il y a beaucoup de courses? En fait, ça va être différent de Spartan et OCR. Okay. Les types d'athlètes vont être différents. Spartan, tu vas avoir beaucoup de nanas qui sont très très fines, donc des traileuses, souvent hein, des nanas qui ont une VO2 max de malade. Il y en a pas mal qui viennent du ski de fond, tu vois. Ouais, intéressant. C'est marrant. Okay. Mais les petites américaines, canadiennes et tout, elles sont assez fines. Mais par contre, tu te dis, elles portent super lourd par contre.
après, ça, c'est impressionnant, ça m'impressionne toujours. Ok. Mais c'était plutôt des formats assez fines. Enfin, les nanas sont assez fines, viennent plutôt soit de la course à pied ou du trail. Ou on a une petite Française qui s'appelle Myriam. Elle fait des raids d'aventure. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des trucs sur plusieurs jours. Enfin, elle est complètement dingue et elle nique toutes les Américaines en course à pied, par contre. Mais elle les démonte. Mais après, elle loupe les obstacles. Donc, c'est juste ça son souci. Pas très grand, j'imagine, les profils. Ouais, elles sont Ouais. assez... Ah, ça va, il y en a qui font à peu près ma taille, mais c'est assez rare de mon gabarit, tu vois, ça va être plus sur OCR. Par contre, les Suédoises, c'est des monstres sur Ouais, t'es OCR. un peu suédoise aussi, je pense. Tu Ouais, sais pas, mais. Ouais, peut-être. Ben, c'est des monstres et elles sont plutôt dans mon gabarit, quoi. Donc, sur OCR, on va être plutôt dans la force et dans l'explosivité que sur Spartan. Après, il n'y a pas de règle, tu vois, il y a... Celui qui a gagné cette année, qui est champion du monde Spartan Race et OCR sur les deux formats, que ce soit court et long, il est comme ça, il est tout fin, il fait du skyrunning, tu vois, donc des trails. C'est des trails C'est-à-dire sur qu'il les court sommets. En saut parachute dans le ciel. Non, c'est des trails sur les sommets. C'est pas vrai. Ouais. C'est le truc où t'as tes deux flancs de montagne et t'as l'impression que le mec C'est un court sur petit peu 20 ça, cm. mais c'est un petit peu ça, ouais. Je sais c'est pas de comment ils descente peuvent à faire la- ça. Je ne sais pas non plus. Ça me ferait moins peur de faire du wingsuit Ouais. que ça. Parce que tu dis au moins je plane. Il y a un truc, mais là, tu Mais, te plantes ouais. à droite ou à gauche, je sais pas combien de dénivelé tu vas te taper avant d'arriver en bas. Ouais, puis il y a un côté fierté aussi, tu vois. Tu te plantes au wingsuit, bah, c'est la faute du wingsuit. Ouais. Là, c'est. Ouais, Ouais, puis t'as une juste- vidéo chez Red Bull quand même. T'es comme ça, mon pote. Crazy Junkie, bon, rest in ouais, peace. Mais mais- alors, tu t'es cassé la gueule d'une montagne en Ah, courant. mais je regardais, encore hier, je regardais une vidéo de descente à la GoPro en frontale de Kylian Jornet. Le mec t'explique qu'il anticipe 7 pas à Ouais, l'avance, ouais. où est-ce qu'il va poser son pied. Et enfin, Bah, tu il vois, sprint en. Tiens, le dénivelé il est comme ça, il sprint quoi. C'est. le champion du monde sur Spartan, c'est vrai qu'il s'appelle John Albon, il est anglais. Il a déjà Ouais. battu Kylian Jornet sur des courses, tu vois, pour te situer D'accord. un petit peu le Le garçon. niveau du mec. Ouais, et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que quand tu vois le peloton d'élite qui part, c'est toujours le dernier. Toujours. Mais même sur 3 bornes, hein. Il part. T'as l'impression... C'est énervant parce que t'as l'impression que toute sa course, c'est facile pour lui. Tu vois, tu le vois rarement galérer, en fait. Mais il est pas gêné par les mecs Il devant lui sourit. au départ. Non, après, il se faufile tranquille et tu le vois passer les obstacles. C'est souple, tu vois. Les mecs, c'est très, très bourrin. Souvent, ils sont tout en force, etc. Lui, c'est souplesse, technique, tu vois, hyper souple. Et tu te dis, putain, mais comment il fait, ce gars? L'art du rythme quoi. Ouais, C'est- mais c'est impressionnant à voir. Franchement, à chaque fois, tu te dis, ah ouais, il est sur une autre planète, lui. C'est un extraterrestre. Ouais. Non, et puis, il est vraiment bon. Mais après, ouais, pour te dire que c'est un format assez fin, lui, ce mec-là. Et il performe quand même sur les OCR. Après, les mecs sont quand même assez fins, généralement, sur tout ce qui est Spartan, etc. Ouais. Ouais, ceux qui gagnent, je veux dire. Tu vois. En Spartan ou OCR, t'as du transport de sandbag ou de trucs comme ça. Ouais. Est-ce que c'est lourd parfois? Alors, Est-ce que c'est lourd dans le sens où ça peut être un vrai facteur limitant? Et si t'es pas entraîné à porter lourd, c'est un problème? Ou est-ce que ça reste du mi-lourd, c'est transportable, faut juste un peu de puissance dans les cannes pour monter la côte avec? alors, en France, ça va. En Europe, ça va. Hmm. Aux États-Unis, c'est putain de lourd. D'accord. Ouais, franchement, aux États-Unis, c'est violent. Si t'es pas entraîné en force, c'est mort. Ça passe pas. En France, ça passe. Franchement, les sacs des filles, c'est hyper light. Même les mecs, franchement, même la dernière fois, on a rigolé, on a fait une Spartan comme ça pour s'entraîner. Et on a pris 2 sacs de filles tellement, tu vois, on s'est dit, on voulait vraiment s'entraîner pour les championnats du monde, donc on a pris 2 sacs de filles. On a bien fait, puisqu'au championnat du monde, on a eu un porté de double sac. Donc, tu vois, pour te dire, aux États-Unis, il y a eu 2 portées de sac, c'était double sac à chaque fois. Donc, voilà, t'en avais un sur le dos et un dans les bras, quoi. Donc, ouais, rien à voir en termes de charge. Les pneus, tu sais, les pneus à retourner, les mecs ont eu 180 kilos. Ouais. Donc, ça commence à être pas mal pour les mecs, surtout quand ils sont comme ça, Ouais. quoi. Nous, les filles, c'était 120. Je peux te dire que moi, ça allait, parce que Il y a je fais des- pas mal de deadlift et tout, mais les nanas ont galéré. Et en fait, le problème du pneu, c'est d'aller chercher tu vois, le grip sous le pneu. D'aller vraiment, tu vois, mettre tes doigts et de soulever avec le bout des doigts 180 kilos. Les garçons en ont chié. Donc tu t'entraînes en force Ouais, tout au long de l'année, quasiment. ouais. Peut-être sauf en fin de prépa. Et En encore. fin de prépa, je fais toujours 1 ou 2 séances de force, même Ouais. si c'est plus light et tout. Mais t'as des grosses sessions. Enfin, Là, t'as des grosses, par exemple, ouais, je suis en... des gros cycles de force. Après, attention, c'est des cycles... Je travaille pas avec hyper lourd. Mm. Donc, moi, je travaille vachement sur... Vous connaissez peut-être Strong First. Mm. On avait déjà parlé, mais moi, je travaille vachement comme ça. Mon préparateur physique bosse avec eux, etc. Donc, je travaille beaucoup sur peu de reps. Une charge qui est pas énorme, mais par contre, 3-4 séances dans la semaine, voire 5, si je peux. Tu vois, là, je fais en ce moment... Et je fais 10 reps par mouvement.
Et je reste autour de 80% de mon max. Total. À peu près. Ouais, direct au total. Au total. Donc après, je varie. Soit je vais faire 2 x 5. L'autre fois, j'ai fait 10 fois 1 rep pour travailler plus la technique. Il y a des fois, je vais faire du 5-3-2, suivant comment je me sens le jour J, en fait. Ça va être quoi les mouvements? Je vais faire deadlift. Alors, je le fais en semi-sumo, parce qu'on a remarqué que quand je vais chercher un pneu ou quelque chose au sol en Spartan et en course, je vais le chercher plus en semi-sumo qu'en deadlift normal. Je vais faire du press, souvent en kettle. Donc, press plutôt vertical. Un bras, 2 bras, ça dépend. Et traction aussi. En ce moment, je fais des tractions à un bras. Enfin, un bras, mais avec le poignet qui s'accroche quand même. Comme ça. C'est pas si facile que ça. Cheating. Les mecs blasés. Donc, je fais des tractions à un bras et je fais quelques squats aussi. D'accord. Strong First, c'est quoi? C'est une méthode, c'est une brand déposée par Pavel Tsatsouline, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a des formations autour du kettlebell, autour de la barre et autour du poids de corps. Donc, Pavel Tsatsouline, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier pour être très très fort au kettlebell, et qui a une méthode qui est plutôt hardcore. Comment t'appelles ça? Du hardstyle. Yes. Hardstyle, yeah baby. Hardstyle. Ça me fait toujours penser aux mecs qui dansent bizarrement sur les musiques, mais ça fait penser à beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu peux, sans transition, pour te situer un petit peu, si tu les connais du coup, nous parler un peu de tes max? Au deadlift par exemple? Non, je connais aucune idée? Aucune idée. Ok. Je peux te dire que... La dernière barre que t'es fait en 10 fois 1 là. 10 fois 10 fois 1 ou 5-3-2, voilà, une charge un peu lourde que t'es pris récemment, juste pour que les gens se repèrent un peu. Tu vois, sur 2, je vais être à 100 parfois, mais je vais le faire 2 fois dans la semaine, tu vois. Donc, et du coup, tu pèses combien? 60, là, je vais être à 67. Ok. Après, franchement, je sais pas, je l'ai pas testé depuis 1000 ans. Après, les presses, je fais 12, mais 12, je fais beaucoup de reps, donc du coup, je suis souvent plutôt autour du 16, des fois 20. Je fais des fois une rep à 20 sur un bras. Et après, traction, je les fais souvent lester. Je crois que j'ai réussi à en faire une lestée à 20, il me semble. Laisse-moi, il y a un vrai gap entre ta force de presse et de traction, quoi. Ouais. Après, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Et après, je fais beaucoup de déplacés de charge aussi. Je varie. Après, j'aime bien, là, en ce moment, c'est le Zercher. C'est bien, c'est là où on adore la langue française, parce qu'en anglais, on dit carry, ça va très vite. Et en français, on va dire, je fais beaucoup de déplacés de charge. Ouais, c'est vrai, c'est chiant. Mais ouais, du coup, je l'utilise plutôt... ma partie core training, je vais la faire en déplacé de charge, en fait. Okay. Ou alors, je vais faire du Turkish Get Up. Stop les sit-up, d'accord? Ceci est un message de prévention pour 2019. Arrêtez les sit-up, faites ça. Je monte mes abdos. Non, et du coup, tu utilises beaucoup les kettles? Ouais. Après... Je fais du swing aussi à la fin, par exemple, à la fin de mes sessions, je fais un petit peu de swing. Mais pendant un moment, j'étais gavée. J'étais gavée du kettle, j'en ai trop fait. Et j'étais gavée, du coup, mais j'aime pas trop la barre, en fait. Les deadlifts, franchement, ça me saoule. je vous le dis, je suis désolée. Ça me gave. Je me fais chier, en fait. Les kettles, j'aime bien parce que enfin, je sais pas, après, la barre, je fais pas beaucoup d'exercices avec non plus. Mais le deadlift, je suis pas à l'aise, quoi, tu vois. Quand ça devient lourd, j'aime pas. J'aime pas vraiment, ça me plaît pas de faire ça en fait. Ça me plaît pas, ok? Je le fais parce que je sais que c'est efficace et que derrière, j'améliore beaucoup ma foulée. Je le sens souvent sur la course à pied après. Donc quand je fais mes grosses sessions de force derrière, quand je repars courir et que j'envoie un petit peu sur des sprints, je sens vraiment une différence. Donc c'est pour ça que je le fais. Je sais que c'est très important. Mais je prends pas énormément de plaisir à le faire, quoi. D'accord. Est-ce que tu as un entraînement, peut-être que tu le sais pas, est-ce que ça ressemble un petit peu à ce que font les grands athlètes d'OCR? Est-ce que tu t'en es inspiré ou est-ce que c'est vraiment spécifique à toi? Est-ce que tu es au courant en fait de ce qu'elles font? Je sais, alors on est un peu tous pareils sur le côté grip. On essaie tous de trouver un peu nos drills. En plus, tout le monde met un peu sur Insta, donc tu vois, tu regardes un petit peu, tu dis « Ah, championne du monde, elle fait ça, je vais faire ça ». Tout le monde commence à mettre des trucs à la maison, vraiment, tu vois, mettre des prises d'escalade chez soi. Enfin, vraiment, ça commence à être un peu une mode, tu vois, chez nous. Après, tout le monde court beaucoup. Tu vois, les Américaines, tu les vois beaucoup courir dans les montagnes. Mais à un moment, moi, j'ai pas la montagne tous les jours, donc c'est pas facile. Après, je sais pas si on fait tous la même chose. Après, en France, moi, mais il y a des trucs qui restent, quoi. Je suis un peu dans mon truc, on va dire, mais c'est pas encore assez pro en France, si tu veux. Tout le monde s'entraîne un petit peu comme ça, etc. Il y en a qui sont coachs, donc qui arrivent à faire quelque chose de bien. Et après, on est encore vachement sur la mentalité. Faut faire beaucoup d'entraînement, faut mettre beaucoup d'intensité pour avoir des résultats. Donc, il y a beaucoup de blessés.
Sur OCR, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de blessés. Tu dis qu'en France c'est petit, je sais pas si tu peux en parler, mais t'as des sponsors, des gens qui te suivent ou des... Ouais. Je suis avec Compex. Ok. Donc ça, c'est vraiment cool. Ils sont vraiment top. Ouais. Je suis avec Pure Vitae, Web Ouais. Nutrition. D'ailleurs, qui est avec pas mal de crossfitters. Mm. Et après, j'ai aussi des petites dotations d'Under Armour ou de fringues un peu comme ça. J'ai Compress Sport aussi, pour les fringues un peu plus spécifiques. Ok. Et Merrell pour les chaussures, parce que je commence à courir en minimaliste. Wesh. Ouh, Oui, transition. oui. Justement, en parlant de course, ta course, c'est des obstacles, Ouais. pas mal de runs, Mm. parfois des carries, Mm. où tu vas devoir courir quand même avec des objets, Ouais. sachant que tu vas rentrer dans différents formats énergétiques Ouais. ou d'utilisation de ta force sous différents domaines de durée. Comment tu fais ta périodisation par rapport à ça? Comment tu vas t'entraîner? Parce que je pense que tu vas t'entraîner ou tu vas courir tout le temps le même nombre d'heures, tu vas rien améliorer du tout. Non, Tu es non, obligé de prévoir tous ces changements d'état Bien sûr. pendant ta course. Comment tu gères ça? Alors, je fais beaucoup. En fait, là, j'ai toujours une période hors saison. Donc là, je suis en plein dedans. Après, plus je vais arriver vers l'objectif, plus je vais être sur du spécifique, en fait. Après, ça va dépendre de la course que je prépare. Par exemple, là, je vais préparer la Spartan Stade de France. Donc la prépa va être différente de ce que je fais pour me préparer à une OCR. Stade de France, ça ressemble pas à du crossfit, mais c'est un mix Spartan et ils aiment bien rajouter, il y a des thrusters, il y a des trucs avec des slams, voilà, il y a des box jump, voilà, ils essaient de mettre un petit peu de trucs différents. Aux États-Unis, tu as même des assaut bikes, des cales en assaut bike à faire ou au rameur. Et Ça devient cool. Ouais, ça devient carrément cool. Et puis il y a des obstacles Spartan Race aussi, donc c'est plutôt sympa. Donc là, ma prépa va être différente. C'est cool parce que je visais les games et du coup là, pour 200 balles, je fais une Spartan, Bah ouais. je suis en plein air dans un stade et je fais du rameur, c'est pareil. Et tu C'est créeras pareil. aussi. Je sais pas si en France ils vont mettre le rameur cette année, mais enfin voilà, on essaie d'aller dans cette direction-là sur les m'étonnerait pas, Spartan moi. Stade. Mais regardez sur internet les Spartan Stadium aux États-Unis, c'est gros. c'est n'importe quoi. Ah ouais, Ouais. ça envoie. Donc après, pour celle-là, ça va être vraiment différent. Par contre, pour OCR, tu disais sur les filières énergétiques et tout ça, quand tu prépares un format 15 km, c'est sûr que c'est complètement différent. Donc je vais travailler, il y a de l'endurance fondamentale qui reste quand même, bien sûr. Il va y avoir un peu de fractionné. Et il va y avoir des séances un peu mixtes. Donc mixte, comme je dis mixte, c'est mixte, il y a de l'OCR quoi. C'est-à-dire que je vais sprinter, je vais faire un obstacle, je vais sprinter, je vais faire un déplacé de charge, tu vois, qui va se rapprocher d'une course en fait simplement. Et après je vais varier les distances entre les obstacles et entre les exercices. En gros. Ok. Ouais. Et tu répètes souvent ton exercice à un moment différent de la semaine pour voir si tu progresses, ou tu fais juste varier le temps que tu vas mettre dedans, ou alors les distances que tu mets, les charges que tu portes. Comment tu fais évoluer ta progression pendant l'année? Souvent, quand je suis sur une prépa, après, ça dépend où je suis, en fait. Si je suis vers chez moi, etc., j'ai mes petites habitudes, entre guillemets. Donc, je vais rester à peu près sur le même type de circuit. Je vais me dire, tiens, mardi, j'ai fait ça. Ah, j'ai la même séance à faire, mais un tout petit peu plus long. Ok, bah, je vais garder les mêmes exercices ou quoi. Je vais un petit peu évaluer mes sensations, en fait, là-dessus. Après, l'évolution, je fais pas forcément évoluer, tu vois, les séances d'une semaine à l'autre. En fait, ça dépend ce que Thomas il m'envoie, en fait, tu vois, sur la prépa. Ok. Et après, tu ressens vite la différence, en fait. Ouais. Tu ressens sur le... En fait, nous, il y a un gros truc, un gros travail à faire, c'est ce qu'on appelle la relance. C'est quand tu finis l'obstacle, il faut relancer tout de suite, il faut repartir très vite. Donc j'avais fait un énorme travail là-dessus et ça a grave marché. Parce que quand tu finis l'obstacle, quand tu n'as plus besoin de récupérer, c'est génial, tu vois. Et là, j'ai capté qu'aux OCR Monde, plutôt sur le format, on a fait un format équipe, où moi, je faisais la partie vraiment technique obstacle. J'avais 2 km, j'avais une nana qui était contre moi, que je connais très très bien, une Espagnole, et pour moi, je peux pas la battre, tu vois, dans ma tête. Notre relais arrive en même temps, on parlait d'eux, elle, en course à pied, elle me démonte. Et en fait, les passages d'obstacles, je les découpais. Mais je l'ai découpé, j'ai remonté le retard et tout qu'on avait, je sais pas comment j'ai fait. Sur les mais relances en fait, aussi. sur les obstacles et sur le côté relance, et qu'en fait, maintenant, j'ai capté que quand je suis sur l'obstacle, je récupère sur l'obstacle. Donc là, tu vois, je veux dire, c'est là que je me suis dit, putain, j'ai passé un niveau. Parce que quand tu es capable de récupérer sur l'obstacle, tu sais, même maintenant, je travaille le côté, j'arrive en sprintant,
je me suspends direct pour récupérer suspendu en fait. Mais quand tu arrives à faire ça, ça commence à être pas mal. Tu vois, tu n'as plus besoin de t'arrêter entre la course et l'obstacle. Parce que normalement, quand tu arrives à un obstacle, tu es obligé de t'arrêter 2 secondes pour respirer, clac, clac, ok, je me lance dessus. Mais là, maintenant, j'ai de moins en moins besoin de faire ça. Donc ça, c'est top. Ouais, puis je pense il y a gros côté facteur d'intimidation. Drop de mic quand t'arrives à côté de la copine et que tu sautes direct sur l'obstacle à qu'elle s'arrête. Mentalement... Je pense qu'il y a un gros côté genre ah ouais. Bon. Ouais, c'était cool ce mot. Il y a 2 trucs que j'ai appris de la prépa physique, une au rugby et l'autre au crossfit. C'est la VMA, elle sert pas à grand chose. C'est-à-dire qu'elle sert dans un développement d'endurance fondamentale, mais à un moment donné, la VMA est spécifique à chaque sport. Et je sais que les mecs vont bondir, les scientifiques vont dire comment ça ? Si. Vraiment. Pourquoi ? Parce que quand tu rajoutes un détail qui change dans une course, c'est-à-dire que c'est plus de la course mais tu dois passer au sol, tout change. C'est plus le même qui est devant. Même si ça lui a pris moins d'énergie sur la course, parce que si ça lui prend beaucoup plus d'énergie de se relever, c'est plus la même merde. Et sur des objets sur des mouvements où tu vas tirer comme du grip, ou admettons des muscle-up sur le crossfit, si t'as pas les muscles qui sont au niveau de développement énergétique du reste, c'est-à-dire que tu vas commencer à rechercher de l'air au bout du 5e ou du 6e muscle-up parce que tu as des muscles qui sont pas forts dans cette endurance-là. Ce qu'on pourrait appeler l'endurance de force sur des petits muscles qui servent à stabiliser, à aider, etc. C'est eux qui vont te faire passer de l'autre côté de la barrière, c'est eux qui vont te faire rechercher ton air, le phénomène de gaz, où tu vas commencer à être essoufflé, tu fais mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? En fait, tu es en train de perdre sur ce mouvement-là parce que ça te demande beaucoup trop d'énergie. Et le deuxième truc qu'on a beaucoup vu au CrossFit, il y a un article comme ça de Glassman, c'est de passer d'une utilisation du bas du corps à une utilisation du haut du corps. Et c'est pour ça que les mouvements, les WOD comme Fran sont si intéressants, parce que tu vas enchaîner des thrusters où tu es en poussée sur du bas du corps à la base, et d'un coup, boum, t'agrippes une barre de pull-up. Et tout le sang qui était en train de pumper dans les jambes, faut qu'il remonte, et nerveusement, il faut que l'énergie retransfère. Et quand t'as pas été habitué à ça, ou pas assez, et bien c'est là où tu fais pas la différence. Alors que quand tu commences à manager ce truc-là, comme tu dis, j'ai l'impression de récupérer. Boum, je relance. C'est ce que les gens, je pense, ont tendance à oublier quand ils s'entraînent que sur une seule modalité, alors que leur sport en contient plein. Et tu peux voir la même chose sur le rugby et le foot. Donc, et puis, il suffit d'avoir, je pense aux OCR comme ça, tu vois, sur le même principe, un changement de position du diaphragme dans l'espace. Il suffit de devoir se mettre au sol, se relever, d'avoir le diaphragme un peu comprimé. Quand t'es suspendu, des fois t'es pas bien en fait. Et d'avoir un mécanisme de respiration qui change. Voilà. Et de juste avoir une respiration qui n'est pas entraînée dans ces axes-là, ou un muscle qui n'est pas entraîné dans ces axes-là à pomper et respirer. Tu peux avoir tout le cardio du monde, ça devient musculaire. Ça devient ta composante musculaire respiratoire qui te bloque, alors que ton cœur va très bien à la base. Et là, tu vois, je travaille aussi beaucoup quand je fais des déplacés de charge, etc. Tu vois, par exemple, là, je fais mes séries swing, je pose mon kettle et je vais prendre 2 kettles en rack, donc ça bloque complètement la cage thoracique. Et du coup, j'apprends à travailler, à respirer plus avec, tu vois, en respiration ventrale. Et du coup, nous, en Spartan, parfois, on a un seau, un bucket à porter, et souvent, on le porte là. Donc, du coup, on est complètement bloqué ici. Donc, tu vois, je travaille aussi ces trucs-là, en fait, ces petits détails. Et là, je commence à vraiment être plus dans ces petits trucs-là qui vont me faire avancer plus vite et perdre moins d'énergie, quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est l'histoire d'une vie de prépa, hein. C'est tu rentres dans c'est ça, là, tu commences à rentrer dans les trucs. Au début, c'est qu'est-ce qui peut me faire gagner 20%, puis qu'est-ce qui peut me faire gagner 2%, puis qu'est-ce qui peut me faire gagner 0,002% sur ma performance, en fait. C'est ça. Donc là, ça commence à être un peu ça. Mais je te rejoins sur ce côté VMA. Nous, en plus, dans notre sport, tout le monde est à fond sur la course à pied, donc tout le monde est à fond. Moi, je pense que je suis une des seules qui n'a pas de montre. C'est-à-dire que j'ai pas de montre, je m'en fous de ma fréquence cardiaque, j'en ai rien à foutre de ma VMA, de tout ça. Je fais jamais de test VMA. Je suis juste... je m'écoute, en fait, tu vois. Je sais que je dois être à 100%, je sais où il est mon 100%, je sais où est mon 80%, tu vois. Après, c'est peut-être moins précis, mais je trouve que, tu vois, avoir une montre et tout le monde check sa fréquence cardiaque au truc près, moi. En plus, je fais de l'asthme à l'effort, donc suivant les conditions, mon asthme il va être différent, donc ma fréquence cardiaque va être différente, donc mon niveau aussi d'intensité. Donc en fait, je peux pas, c'est très compliqué, et je trouve que beaucoup de coureurs, en tout cas dans notre domaine, s'attardent trop sur la VMA, t'as tant de % de VMA, machin. Ouais, mais le mec, si tu pars en course, puis ta montre elle a pas de batterie, tu fais quoi ? T'es en panique totale parce que t'as pas ta montre. Tu vois, c'est des trucs un petit peu comme ça où moi, une des premières Spartans, ça c'est une anecdote, mais je travaillais avec la montre au début. Après, j'ai jamais été à fond, machin, tu vois, mais c'était pour un repère. Une première Spartan que je fais en individuel, le premier obstacle, mais
vraiment 20 mètres après la ligne de départ, c'est une flaque de boue. Ok, donc tout le monde saute dans la boue, c'est la guerre, tac tac, on ressort. Ah, la montre elle est pleine de boue, il n'y a rien du tout. Du coup, j'étais toute la course, ma montre elle m'a servi à rien, tu vois. C'est vrai que je me suis dit en fait en Spartan, puis elle te gêne, tu vois, avec les obstacles. Moi ça me gêne. Après, il y a beaucoup de coureurs qui l'ont, hein, même les pros, etc. Mais moi je préfère écouter mes sensations et je sais où j'en suis moi-même, tu vois, en fonction du jour, en fonction de l'environnement, en fonction de tout ça, quoi. Je pense que c'est un bien meilleur niveau que de faire confiance au digital. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et c'est un investigateur qui va essayer de débunker un peu Wim Hof, en étant persuadé que c'est de la merde, et il y va, et en fait il va devenir fan, il va tomber fan du mindset de Wim Hof et de s'entraîner avec les douches froides, etc. Et en fait, il va plus loin que ça. Il part interviewer justement les créateurs de Spartan, de Tough Murder Race, un truc comme ça. Ouais, apparemment ça pique cette course-là. Et donc il parle de retour à l'état un peu primaire, pour pas dire primal pour Vincent Isartel, mais c'est cet état de base dont on s'est un petit peu éloigné, parce qu'il y a plus rien qui fait vraiment peur. Il y a des stress, mais il y a pas des gros stress comme avant, et ce qui donne l'impression de revivre. Et dans ce livre, il va s'entraîner aussi avec Brian McKenzie. Et Brian McKenzie, c'est un ancien coach de CrossFit qui a développé Power Speed Endurance et XPT avec Laird Hamilton, où ils entraînent beaucoup sur la respiration, etc. Et il parle justement d'une fois où il va courir avec un pote, et l'autre, à un moment donné, il commence à paniquer. Il dit attends, je suis au-dessus de mon max, je suis au-dessus de mon seuil, il faut que je m'arrête, il faut que je ralentisse. Et là, il le regarde, il dit mais tu pourrais pas parler, en fait. Si t'étais au-dessus de ton seuil, au-dessus de ton max, tu pourrais même pas communiquer avec moi. Et il dit, ce jour-là, j'ai vraiment compris que les montres, c'était de la merde. Et ils ont depuis sorti un livre avec un chercheur qui s'appelle Andy Galpin sur l'intérêt de ces montres-là, de ces outils-là. C'est surtout de la collection de données. C'est du collecte de data qu'ils vont revendre à des entreprises pour savoir comment tu vis, est-ce que tu consommes, est-ce que tu as besoin, pour qu'on puisse te vendre un peu plus. Et il y a beaucoup mieux à se connaître vraiment. Tout à l'heure, tu disais, je connais mon 100%, je connais mon 80%. La plupart du temps, quand tu vas demander aux gens comment ils vont, ils savent même pas combien ils vont. Donc imagine sentir à quel pourcentage je suis de mon état de forme au moment où je pratique une activité. Demande à quelqu'un, tu te sens comment ? T'es plutôt stressé en ce moment, t'es plutôt calme ? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'en sais rien. Le mec est pas capable de voir la différence. Alors imagine maintenant toi qui es capable de déceler. Là je suis à 100%, en pleine activité, là je suis à peu près à 80%. Je pense que c'est un bien meilleur outil que de se référer à une montre. Ouais, après, moi, je travaille comme ça. Après, les montres, on va dire, sur notre course, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas forcément les kilomètres qui sont marqués. Ouais. Donc, quand tu pars sur une course qui est très longue, tu vois, d'avoir ça, la montre pour gérer un peu ton kilomètre, ça, c'est cool. Parce que des fois, tu vois, je me suis déjà fait surprendre de « Merde, c'est la fin. merde, il faut que je relance. » Mais non, ça m'est arrivé rarement. Mais tu vois, voilà, je pense que ça peut nous servir, mais juste dans cette idée-là. À l'entraînement, jamais ? Moi... non, et avant je mettais, tu vois, au moins le téléphone pour voir les kilomètres, pour voir le rythme, et maintenant ça me saoule, je m'en fous en fait, tu vois. J'essaie de me concentrer sur autre chose que sur ça, quoi. Sur plutôt ce que je ressens, comment je respire, comment je vais poser mon pied, comment, tu vois, il y a tellement de choses à penser, je trouve, qui sont plus intéressantes que mon cœur il est à combien. Et tu vois, tu parlais de l'anecdote là de ce mec là, mais moi j'ai eu des mecs en cours de vélo, un mec en plein cours, hein. On est en plein pic cardio, donc un peu normal qu'il galère, il est là. Et que ça monte comme ça, il tape la montre, il fait genre, je suis pas bien, quoi. Et je le regarde, il y a quoi là ? Ah non, je suis trop haut. Ah, putain. Mais mec, tu parles, qu'est-ce que. Et le mec est sorti du cours, pensant qu'il était vraiment trop haut. Mais c'est le projet en fait, mec, t'as pas compris. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Mais quand on voit à quel point la variabilité cardiaque et même la force de poids, la variabilité cardiaque, la fréquence cardiaque de base, tous ces choses-là qui sont les indicateurs principaux de ton état de fatigue, sont directement influencés par ton humeur. Il suffit que quelqu'un vient commenter, vu les chiffres, là, t'es dans les choux, t'es pas track, tu lui mets sa musique préférée, tu lui annonces que sa copine est rentrée plus tôt de l'aéroport et qu'il la retrouve ce soir, et tout d'un coup, tout va bien, il te fait une séance de fou. Ouais. Ouais, bien sûr que ça a son utilité et c'est des données qui sont intéressantes. Je serais plus nuancé pour le coup, je pense que c'est intéressant pour un préparateur physique sur certaines phases notamment qui doivent être un peu chiffrées, mais super d'accord avec vous en fait sur le reste. 80% du temps, c'est sans rentrer là-dedans et sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, c'est un des vastes intérêts du sport, c'est
apprendre à se connaître, comme tu disais, sur ces précisions de se connaître presque physiologiquement, ça t'apporte tellement dans ta vie de tous les jours à avoir un retour sur toi, sur comment tu te sens, sur ce que tu vis, sur être proche de ses sensations, etc. Et tellement de gens vivent en dehors de leur corps aujourd'hui que forcément c'est un réflexe de tout de suite se rattacher à une technologie parce que ça rassure en fait. Mais comme t'es un super exemple pour ça, c'est que t'arrives à un niveau pro et t'en as pas besoin. Donc pourquoi eux? C'est vrai. Voilà, merci. Au niveau mental, on va pas tarder à conclure, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu fais pour rester motivé? Comment tu t'abordes tes journées? Qu'est-ce qui t'a laissé à ce niveau-là? Parce que fallait quand même venir me dire il y a 4 ans de ça, ouais, moi ce que je veux c'est être champion du monde. Bah, tu viens de commencer, arrête tes conneries là. Donc je pense que tu as quand même des outils, un mindset qui te sert quand même beaucoup par rapport à certaines personnes. En fait, il y a plusieurs courses où j'ai pris conscience que le mental, c'était... Bah, déjà, quand j'ai fait les bootcamps, en fait, déjà, j'ai pris conscience que le mental, c'était un pouvoir, mais monstrueux, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ces bootcamps dans le côté dépassement, etc., pousser mes limites, c'est ça qui me faisait kiffer, en fait. Jusqu'où tu peux aller, en fait. Et tu peux aller tellement loin, et tu peux aller 10 fois plus loin que ce que tu penses. Et ce que j'aimais bien, c'était ce côté sort de la zone de confort, mais pas seulement dans l'intensité physique, mais... mets-toi dehors dans la forêt en pleine nuit avec rien et puis débrouille-toi, rentre, tu sais, on devait rentrer au campement avec rien, avec une pauvre boussole. On avait les mains attachées à la base, des yeux bandés, tu vois. Des situations qui sont, voilà, où vraiment on sort de ton confort, on te met sous stress. Et est-ce que tu es capable de faire quelque chose? Là, voilà. Et là, tu prends conscience que, mentalement, si on te dit tu fais ça, tu le fais pas, sincèrement. Donc, quand tu veux travailler ton mental, je trouve le côté sortir de ta zone de confort, déjà, c'est énorme. Donc, il y a des Spartans où j'ai pris cher, j'ai fait des hypothermies, j'ai fait une insolation quasiment au Danemark, là, sur les championnats d'Europe. Le même jour. Le même jour. Franchement, ça serait même possible dans les championnats du monde Spartan. Mais voilà, l'idée, c'est de travailler ce mental, c'est d'être prêt à crever, en fait, sur une course. Franchement, quand tu vas sur une ligne de départ, bon, pas au Stade de France, mais quand tu vas sur une ligne de départ et que tu sais pas, que tu pars dans les montagnes, que tu vas passer dans un lac à 8 degrés. Je pense que c'est une dimension dont les gens se rendent pas bien compte sur les OCR et les Spartans, c'est que tout le monde voit le côté... En fait, beaucoup de gens, je pense mode day. Ouais. Les Spartans, c'est truc avec les copains où on finit dans la boue et c'est sympa. Mais ils se rendent pas compte de la difficulté. C'est le cas aussi. C'est le cas, mais pas quand t'es élite, en fait. Pas quand t'es dans les vagues élites. Toute proportion gardée, quoi. On se rend pas compte de l'investissement d'entraînement et de la difficulté de l'épreuve, en fait. Ouais. C'est super dur. Surtout sur les championnats, tu vois, sur les championnats du monde où souvent les conditions, championnat Europe et monde, c'est quasiment tout le temps dans des montagnes. Et puis, t'as des lacs, t'as un lac à 8 degrés à traverser, après t'as la tête à mettre sous l'eau, t'es à 2500 mètres, il y a du vent, ça caille. Tu vois, là, sur le championnat du monde équipe, ils nous ont carrément enlevé le passage dans le lac parce que c'était trop dangereux. La veille, il y a eu trop d'abandon, trop d'hypothermie, quoi. Donc, pour arriver à ce point-là, c'était violent. Et tu parlais du CEO de Spartan Race, qui est Joe Decina, c'est un barré, ce mec-là. Ouais. Lui, tous les matins, il fait limite 40 bornes avec des kettlebells. Je sais plus. Il y a un mec un jour qui est venu l'interviewer. Il a marché avec lui, il était en train de marcher avec ses kettlebells, il était content. Voilà, il est super dans l'état d'esprit, mais il veut vraiment toujours dans ce côté un petit peu... Plus. Ouais, roots, et puis revenir, comme tu disais, à cet instinct un petit peu primaire, et il adore sortir les gens de leur zone de confort, mais les pousser à l'extrême, quoi. Faut même rapprocher, je crois, de l'armée pour les tests sur l'hypothermie, pour voir à quel point on peut pousser l'hypothermie et à quel point il faut pas y aller, parce que l'armée, ils ont perdu quelques mecs. Dans le livre, ce qui ne nous tue pas, ils en parlent, c'est quand même solide. C'est genre, on a perdu quelques types. C'est trop froid. C'est génial, on rigole. Donc, mentalement, faut se préparer pour ce genre de truc, surtout quand ça t'est déjà arrivé une fois ou deux. Voilà, faut y aller, quoi. Mais moi, j'ai commencé en fait à préparer surtout pour le côté confiance en soi, parce que il y a des courses où j'avais pas confiance en moi et je me suis rendu compte que j'ai loupé ma course à cause de ça, en fait. Il y a une course qui a fait vraiment une différence, c'est j'étais allée en Espagne, je crois, et pour moi, je suis nulle en course à pied. Ça, c'était avant. Enfin, dans ma tête, j'en chie en course à pied. Et c'était toute une partie trail, le début. Il y avait très peu d'obstacles et c'était du trail. Donc, je me disais, de toute façon, je peux pas trop faire la div, donc je faisais un effort, mais voilà. Et après, on arrive et il y a toujours un truc d'équilibre. Donc là, il y avait une poutre. Et c'était un rondin, mais tout mouillé. Mais vraiment mouillé. Et tout le monde était tombé. Donc, beaucoup de gens étaient au burpees et tout ça. Et là, je me dis dans ma tête, je suis une gymnaste, c'est hors de question que je tombe.
Et j'ai passé ce truc-là. Et en fait, j'ai eu un élan de confiance. Et là, j'ai sprinté jusqu'à la fin. Il m'a manqué même pas 1 minute pour être sur le podium. Et c'est là que je me suis dit, mais putain, j'aurais cru dès le début, ben, j'aurais fait la diff, quoi. Et en fait, la semaine d'après, il y a eu la Spartan Paris. Premier jour, bon, il y a beaucoup de pression, etc. J'étais dans un état d'esprit. Ouais, voilà, c'était assez spécial. Okay. C'est rare que je fasse 2 courses comme ça. Mais là, c'était, je voulais gagner. L'année d'avant, j'avais fait une grosse perf et tout. Donc, je fais ma course et je loupe tout. C'est la merde, bref. Et en fait, le lendemain, j'y vais sur un état d'esprit qui est complètement différent et je gagne, en fait. Et je me conditionne au fait que je peux gagner, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis conditionnée jusqu'au bout et à la fin, je savais qu'il y avait tous les obstacles. Et je savais exactement où ça allait jouer. Je savais que le monkey bar, donc l'obstacle final, glissait. Il pleuvait, en fait. Donc, on tombait à tous les obstacles. Hein. Je crois que j'ai pris 150 burpees. J'ai jamais pris autant de burpees de ma vie. Et le dernier obstacle était à 20 mètres de la ligne d'arrivée. Et en fait, on s'est retrouvés les 2 premières au même endroit, au même moment. Et je savais que ça allait jouer aux burpees. Donc, je m'étais conditionnée à faire les burpees le plus vite possible, même s'il fallait crever, quoi. Tu savais qu'elle allait les faire aussi ? Ouais, mais en fait, je la voyais depuis le début. Quand on se croisait aux burpees, je la voyais galérer. Et elle était devant moi tout le long, en fait. Et je la voyais galérer. Donc, je savais que je pouvais, tu vois. Et en fait, j'ai compris que quand tu te conditionnes à faire un truc, bah, tu fais ce que tu veux, en fait. Quand tu te conditionnes ton cerveau, tu fais ce que tu veux. Et j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins sur la prépa physique, surtout sur la prépa mentale, et la confiance en soi, le développement personnel, etc. Et je suis passée, cette année, franchement, je pense que je suis passée à un autre niveau aussi là-dessus. J'ai commencé à faire beaucoup de visualisation. Ce que je faisais déjà en gym, on nous disait, quand on était à l'échauffement ou qu'on attendait notre passage sur la grille, on nous disait, visualise ton mouvement à la poutre, visualise-toi en train d'atterrir dessus, etc. Et là, j'ai commencé à visualiser mes courses cette année. Et le Stade de France, c'est ouf, mais j'ai fait la même visualisation quasiment pendant 10 jours, 1 ou 2 fois par jour avant la course. Et le jour de la course, ça s'est passé exactement comme j'ai visualisé. Donc ça, tu dis, mais c'est incroyable. Vraiment, j'avais tout vu. Donc en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vécu le truc. Et je me suis dit, waouh. Donc après, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai été voir Tony Robbins, je sais pas si vous connaissez. Donc j'ai fait le Unleash the Power, donc c'était vraiment énorme. Pareil, ça m'a remis un bon coup de pied au cul. Donc non, voilà, je travaille comme ça. J'ai des petites astuces. Après, bien sûr, j'ai des musiques qui m'aident à me mettre dedans. Devant mon lit, la meuf est tarée, devant mon lit, j'ai un panneau en fait où il y a écrit tout un truc de motivation, comme un mantra un petit peu, que vraiment les jours, donc je le lis à chaque fois que je me réveille, et s'il y a des jours où j'ai du mal à me mettre dedans, je vais lire mais vraiment à fond, etc. Mais il y a un énorme travail sur le mental. Le mental pour moi, c'est limite 50% du taf, sincèrement. Dans le côté préparation, dans le côté je me mets un objectif, tu vois, quand je me dis ok, le Stade de France, c'est pareil. Je m'en souviens, j'arrivais dans des box CrossFit pour m'entraîner et je disais, je prépare le Stade de France. Non, mais je vais gagner en fait. Tu vois, je disais ça, je vais gagner. Pour moi, dans ma tête, je vais gagner. Ouais, tu faisais 4 ans avec Jean-Marie déjà, donc tu peux commencer. Mais du coup, c'est aussi ce côté mental qui est énorme. Et tu parlais d'être championne du monde. En fait, je suis vice-championne du monde, mais il faut savoir qu'on a su que la première avait triché. Ah, officiellement, t'es championne du monde? Non, pas officiellement. Malheureusement, la commission a estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes, mais elle n'a clairement pas respecté une règle. Et si elle avait respecté la règle le jour J... C'est quoi la règle en France? Je vous ai parlé de ce fameux bracelet, donc qu'il faut absolument garder. Il y a 2 obstacles, les photos sont claires, elle n'a pas le bracelet. Et la règle, c'est pas de bracelet, disqualifié. Et ça veut dire que sinon, elle peut le mettre dans son slip et le ressortir un peu plus tard. Donc, voilà, et le bracelet, il y a des gens qui se battent pendant des heures pour garder le bracelet avec les mains en sang. Donc, c'est vraiment un symbole pour nous. Et donc, sur 2 obstacles, elle n'a pas le bracelet. Et apparemment, elle a repris le bracelet d'un ami pour finir la course. Sauf que j'ai pas la preuve de ça, qu'elle a repris le bracelet de quelqu'un d'autre. Par contre, j'ai la preuve qu'elle a le bracelet au début de la course, elle a plus le bracelet et elle l'a à la fin. Mais pour eux, c'est pas suffisant pour la disqualifier, etc. Machin. Mais ce jour-là, si elle avait respecté le truc, le marshal lui aurait dit « Mais attends, t'as plus le bracelet ?» Il y a des athlètes qui ont dû retourner chercher le bracelet dans la boue, parce qu'en fait, en gros, elle a perdu dans la boue. Il y avait des gros passages de boue, mais bien dégueulasses, et il a dû glisser. Et des mecs, ça leur est arrivé aussi, mais ils sont retournés chercher le bracelet dans la boue. Et elle, non. Tu vois, elle a continué, puis elle n'a pas été honnête. À un moment, elle a menti, c'est pas possible. Parce que les marshals vérifient si t'as le bracelet à l'obstacle. Donc, voilà, ce jour-là, si elle avait respecté, normalement, j'étais championne du monde. Donc, à chaque fois, je me dis, putain, c'est fou.
Tu vois, je m'étais dit, je veux être championne du monde, bah, je le méritais ce jour-là, en fait, tu vois. Mais ouais, le mental, pour moi, c'est une grosse partie, en fait. Il y a Jean-Marie qui va te poser la question de la fin. Avant Alors. ça, à propos de mental, c'est quoi ta lecture du moment? Alors, attends, parce que je lis toujours 12 trucs en même temps. Là, je lis un truc sur Ton petit chouchou du moment. mon petit chouchou. Ouais. Là, c'est... Attends, c'est Performance Habits ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous avez... C'est un livre gris, là, comme ça, écrit en jaune. C'est les habitudes des gens performants. C'est Brandon, je crois, Bunchard ou un truc comme ça. Un nom bizarre, comme ça. On fera un Google check. Brandon. Et Moi, j'en ai un, mais ta il est musique. rouge, non? ouais, moi je pensais à celui-là. Le rouge. C'est la performance. Attends. Les habitudes de la performance, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est encore sur performance habitude, mais je sais plus comment. Ouais, mais il est français le mec qui écrit ça. Non, là, c'est un américain. Brandon, ouais. C'est Clairement. Brandon, tu vois. Brandon, il n'est pas français. Brandon. Et Ta ouais, musique. ma musique. Waouh, j'en ai 12 000. Vas-y, ta musique de motivation. Celle-là, on la met là tout de suite. Boum, c'est parti. Tu fais des burpees et tu grimpes le pegboard. Je sais plus, le titre, c'est The Crown. Chante. Non, je sais pas chanter. Non, Fais c'est... mon destin. Pardon, Ah, c'est cette musique-là. c'est Nino. Non, c'est une musique que j'ai écoutée beaucoup avant le championnat du monde. Elle s'appelle The Crown. En fait, elle dit I will be wearing the crown. Genre, c'est moi qui ai porté la couronne, tu vois. Et elle est un peu violente comme ça, là, j'aime bien. Et non, après, j'aime bien soit parce que les paroles me parlent, soit les trucs un peu épiques, vraiment à la 300, à la Spartiate, quoi. J'aime bien. Requiem for a Dream. Moi, je Non. vais finir sur une lecture qu'un jour tu m'as proposé et du coup j'ai acheté le bouquin et c'était un truc proposé je pense par Strong First, c'était Psych Ouais, de Jude Biasotto. Ouais. Et l'histoire, c'est la préface, c'est George Herrig, c'est un powerlifter champion du monde qui écrit la préface et qui dit la première fois que je rencontre ce mec, je suis au championnat du monde en Géorgie et c'est la FDPA, quelque chose comme ça, et c'est le All-Star Championship Powerlifting. Et il rencontre ce mec et l'autre il est là en fait et pendant l'échauffement il dort, littéralement il dort. Ils savent pas s'il va s'échauffer, il s'échauffe pas le mec. Les autres ils sont en train de suer comme des bâtards pour préparer leur squat, leur deadlift. Sergei Bubka, quoi. Et il se réveille, enfin le coach le réveille et dit, et on voit parce qu'en fait ce mec là il commençait à péter des scores et il le voit faire. Il se réveille, prend ses trucs et en 10 secondes ça fait boum. Il dit ses yeux ils changent de couleur, sa peau elle commence à changer de couleur. teinte, Il dit j'ai l'impression que le mec vient de doubler de volume, mentalement c'est l'impression que ça lui fait. Et le type ce jour-là il va péter 7 records nationaux. Donc il a 7 records d'état sur cette compète-là. Donc ce jour-là le mec dit ok je vais aller voir ce type et je vais en apprendre. Et en fait Jude Biasotto c'est un mec qui a un master en physiologie et qui a un doctorat en psychologie du sport. Et il a écrit un bouquin et sur le mindset, sur les états de switch, sur comment tu peux switcher, parce qu'il dit que l'important c'est pas la préparation, c'est pas toute l'énergie que tu vas perdre, c'est d'être capable de switcher dans ton mental de guerrier, de changer de couleur comme il dit, de passer du blanc au noir et d'être prêt à tout défoncer. Et c'est un bouquin qui m'a quand même pas mal impacté parce que quand tu lis la préface déjà t'as envie de lire le bouquin. Et faut savoir qu'il a quand même 4 records du monde. 4 titres de champion du monde en powerlifting et que George Herrig était lui-même devenu ensuite champion du monde en powerlifting. Donc si vous avez une lecture de Jude Biasotto, c'est Psych et c'était, je pense, proposé par Strong First à la base. ouais, c'était autour. Ouais, je crois que c'était. Je sais plus qui m'avait donné ça d'ailleurs. Mais ouais, c'était un des livres qui était conseillé sur le site ou dans un article de Strong First. Ouais. La question c'est si on veut te suivre maintenant, comment on fait ? T'es disponible où en réseaux sociaux, où est-ce qu'on va te retrouver ? Où est-ce qu'on Sur va Instagram, sur mon Instagram, c'est Anouk Garnier, tout simplement. Là, je suis en train de travailler pour monter une plateforme pour faire des vidéos et vendre aussi des vidéos sur des programmations, sur la course d'obstacles, des séances, tout ce qui tourne un peu autour de ce que je fais, de mes valeurs un peu de mobilité, un peu de prévention de blessures pour le run, des trucs un petit peu comme ça. Parce qu'on me demande souvent des programmations à distance. Mais j'aime pas le faire, donc je me suis dit tiens, est-ce que je peux pas faire des vidéos ? Donc je suis en train de travailler là-dessus. Et après voilà, c'est déjà pas mal. Facebook aussi. Ouais, on va peut-être laisser ton Facebook tranquille. C'est ton Facebook pro ou... Ouais, j'ai un Facebook pro, mais ouais, c'est vrai que je travaille plus avec Instagram maintenant. Ouais, je crois que tout le monde travaille avec Instagram. Ouais, c'est plus sympa quand même. 2019, qu'est-ce qui va arriver ?
Spartan Stade de France. Spartan Stade de France. Bah oui, faut garder la couronne, justement. Ok. J'ai gagné l'année dernière, donc c'est hors de question que je la laisse. Et au niveau mondial, il y a quelque chose? Alors, en fait, là, il y a... Déjà, cette année, on a été championne d'Europe équipe en Spartan Race. Et du coup, on a été 5e au championnat du monde. 3e pays, en fait, puisque les Américains ont mis 3 équipes, bien sûr. C'est pas les Américains. Ouais. Donc, on a quand même été 3e pays. Du coup, déjà, l'idée, c'est de... comme on a kiffé faire des courses en équipe, c'est de garder aussi ce côté équipe. Après, les Europes, Spartan et OCR tombent le même week-end. Enfoiré. Donc du coup, c'est super chaud de gérer les deux. Je pense que normalement, ils ont fait quand même pour qu'on puisse faire les deux, mais bon, il y en a un qui est en Pologne et un en Italie, donc ça va être sympa, je pense. Okay. Et après, il y a les mondes qui sont en octobre, donc le but sur les mondes cette année, donc là, moi, j'étais en catégorie, il faut comprendre qu'il y a plusieurs catégories. J'étais en catégorie encore un petit peu amateur, entre guillemets, puisque j'étais dans mon groupe d'âge. L'idée, c'était, je veux avoir un titre pour avoir des sponsors, pour pouvoir être plus professionnel derrière, et du coup, passer dans cette catégorie pro. Après, je sais que je fais un top 15, top 15 cette année dans la catégorie pro avec mon chronomètre, ce qui est déjà bon. Mais je sais pas si cette année, je peux pas dire que je vais gagner, c'est impossible. Là, faut être conscient de son niveau. Un jour, je sais que je veux gagner aussi, je veux être championne du monde vraiment dans les pros. Mais là, c'est encore compliqué, je sais que le niveau est chaud. Par contre, ils ont sorti un format qui est jamais sorti avant, c'est un format 100 mètres. 100 mètres avec que des obstacles. Et là, vu comment j'ai passé les obstacles vite la dernière fois et que je suis vraiment à l'aise sur les obstacles, je me dis... Ça, t'as tes chances. C'est chaud parce qu'en fait, il n'y a pas de catégorie quasiment. C'est moins de 40 ou plus de 40. Donc, ça va être très chaud. Et toi, t'es dans laquelle, du coup? Du coup, j'ai envie de vraiment... Enfin, ce format, j'ai envie de le déchirer. J'ai envie de faire un podium sur ce format-là. Et puis après, de faire le meilleur truc possible sur un format pro. Okay. Je pense. Après, si vraiment j'ai besoin d'avoir un titre ou quoi, je peux basculer dans ma catégorie. Je change de catégorie d'âge, je vais avoir 30 ans. Donc, je change de catégorie, je vais être en 30-34. Donc, pourquoi pas revenir aussi à cette catégorie-là, voir un petit peu les nanas. Je pense que je vais décider un peu en cours d'année. Okay. Déjà, je vais déjà vraiment me concentrer sur le Stade de France. Après, il y a toujours les Europes. Et entre les deux, je pense aller faire des courses, une en Suède, une en Norvège, parce que le niveau, il est monstrueux là-bas. Peut-être une au Danemark aussi. Ouais, voilà. Ça marche. Ouais. Écoute, nous on te souhaite le meilleur. Merci. Raph, je te laisse conclure cette vidéo. Non, les gars, merci d'avoir été avec nous encore une fois. Merci à toi, Anouk. Merci à vous. On te souhaite carrément le meilleur. Et je vous emmène quand, les gars, sur une course, du coup? Quand tu veux. Jamais. Non, quand tu veux. Se traîner dans la boue en courant, moi, moi j'adore. Je serais pas où, Franchement, le Stade de France, vous kiffez. Franchement, c'est cool, parce qu'il n'y a pas de boue, en fait, tu vois. Moi, tu m'as dit qu'il y avait du rameur et de la so-bike. Alors, c'est pas mon point fort. Je sais pas encore. Déjà, voilà. Non, je sais pas encore. Non, mais ouais, carrément. Non, c'est cool. Le Stade de France, elle est cool. Ok, rendez-vous est pris. Vas-y. Stade de France 2019.